Chers internautes, bonjour. Nicolas Lambert, bonjour. Vous jouez jusqu'au 20 novembre au Théâtre du Grand Parquet une pièce intitulée Le Maniement des larmes. Donc, c'est le troisième volet d'une trilogie consacrée à ce que vous appelez la démocratie avec un A privatif. Parlez-nous un peu de votre parcours et comment en êtes-vous venu à formuler en vous-même la nécessité d'écrire et de réaliser ces trois spectacles. Oula, bah dis donc, on a le temps. Bon, alors le parcours de la compagnie, un pas de côté. En fait, on a commencé en 90, grosso modo, sous le nom de compagnie Charlie Noé. L'idée, c'était de faire un travail de théâtre. Voilà, on était étudiants au départ. Rapidement, la compagnie s'est orientée vers un théâtre qui avait deux objectifs. D'une part, essayer de piger un petit peu le monde, on va dire, et d'autre part, de jouer pour le monde, de ne pas se contenter de jouer devant un public, on va dire, proche déjà des théâtreux, mais d'essayer d'élargir un petit peu cette vision-là. Et au fur et à mesure, sur les 25 ans, on a poursuivi vraiment dans cet objectif-là, c'est-à-dire faire en sorte que les sujets touchent les gens qui viennent les voir et que les gens qui viennent les voir soient pas simplement les gens qui connaissent la direction du théâtre. Voilà. Au départ, moi, je m'occupais du théâtre universitaire de Nanterre et le souci, c'était de faire en sorte que les gens de Nanterre viennent à la fac, ce qui était même pas envisageable au départ par l'université en tant que telle, et d'autre part par les habitants de Nanterre de mettre un pied à la fac. Et je pense qu'il y a toujours ce travail-là à faire parce que j'ai bien peur que on oublie très facilement quand on est dans une institution, on va dire, ce pourquoi on est à ce poste-là. À Nanterre, par exemple, là, il y a un spectacle qui... j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que je joue, mais j'ai vu un tout petit peu le travail qui précède d'un type extraordinaire pour moi, qui s'appelle Joël Pomera, qui a fait là récemment un spectacle à Nanterre sur la Révolution, qui, bon, m'a-t-on dit, est assez formidable. Maintenant, quand je vois dans les rues de Nanterre, ou plutôt de Paris, juste le nom, enfin une affiche marquée Pomera, je vois pas en quoi, moi, habitant de Nanterre, j'irais dans un théâtre pour aller voir je sais pas quoi. Ça ne veut rien dire. Une affiche marquée Pomera, ça veut rien dire. Si on se donne pas la peine, quand on a un théâtre, d'inviter le public, qui est un autre mot pour dire le peuple, venez voir. En plus, c'est un spectacle qui peut vous intéresser. En ce moment, c'est sur la Révolution française. C'est fait par des gens qui se sont emparés de ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Ils ont bossé sur les matériaux vraiment de ce qui se racontait à l'Assemblée, par exemple, des choses comme ça, et qui se réemparent de cette parole-là pour qu'elle soit audible aujourd'hui. C'est un boulot que je trouve formidable. Si c'est pour juste marquer Pomera Amandier sur l'affiche, il y a quelque chose qui me fâche profondément là-dedans, c'est que ça ne s'adresse qu'aux gens qui ont tous les codes. Ça sert à rien de faire du théâtre pour les gens qui ont tous les codes. C'est super, c'est un plus génial, mais ça va... Il n'y a pas besoin de pleurer sur le sort du théâtre, il va être rempli, c'est sûr. Mais par qui il va être rempli? Pas par les gens pour qui on a créé un service public de théâtre à Nanterre, mais par moi qui vais venir de Paris, par machin qui va venir du 92, par celui qui a la thune, celui qui a les codes, celui qui connaît, celui qui comprend. Et on rate foncièrement le pourquoi du service public du théâtre. Voilà. Et moi, j'ai envie de défendre une idée qui est que le théâtre est au service du public. Voilà, un service public. Voilà.
ça vole pas très haut hein, comme idée, mais je pense que ce serait bien de se la rappeler pour qu'après on n'ait pas à regretter certains résultats de certaines élections. Voilà, je pense que si on oublie le public à un moment donné, à un moment donné il va râler quoi. Voilà. Vous êtes plutôt sympa parce qu'on vient vous interviewer sur votre pièce et vous faire de la pub pour les autres. Alors, plus précisément sur le projet des 3 pièces, donc c'est une trilogie, la première sur l'affaire Elf, la deuxième sur qui concerne le pétrole, la deuxième sur le nucléaire français, la troisième sur le trafic d'armes institué par la France. Alors, c'est presque du théâtre documentaire que vous faites. Et d'ailleurs, il me semble que vous oscillez un peu entre journalisme et théâtre. Comment est-ce que vous concevez ce rôle? Parce que c'est vrai, c'est important ce que vous dites. On parle souvent du rapport entre théâtre et politique, et c'est souvent destiné à des personnes qui ont, disons, une certaine idée de ce que ça peut vouloir dire que la politique. Là, pour le coup, entre guillemets, on peut dire que vous rentrez carrément dans l'art et qu'on n'est pas dans la pure théorie, mais qu'il y a du contenu qui est véritablement politique, voire documentaire. Et j'en profite pour aller plus loin en disant que, par exemple, dans le volet sur l'affaire Elf, vous dites que vous étiez dans la salle du procès et dans le carré réservé aux journalistes, à un moment, vous étiez tout seul à prendre des notes, à interroger, à enregistrer ce qui se passait, etc., à prendre des notes sur ce qui se passait. Alors, ça pose aussi la question... qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer des nouvelles formes d'information telles que vous le faites? Et voilà, en quoi est-ce que ça, c'est typiquement au cœur de votre projet? Oui, je pense qu'on a un problème aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France, c'est que les médias appartiennent de plus en plus à un très petit nombre de personnes. On a eu la chance folle d'avoir, juste au sortir de la guerre, hein, le Conseil national de la résistance qui avait réfléchi à cette question-là, de savoir comment le pire est arrivé et qui en avait déduit notamment que le pire peut arriver quand l'information, c'est-à-dire l'éducation du peuple, je prends des gros mots, mais voilà, l'éducation populaire, donc comment on est éduqué, nous, il y a une éducation nationale qui est formidable en France, qui a plein de défauts, mais qui prend les très petits enfants pour les amener à l'âge adulte, et d'un seul coup, à l'âge adulte, c'est fini, démerde-toi. Non, il y a quand même une partie justement des programmes de la Révolution qui ont été oubliés. C'est qu'après, on doit continuer à être éduqué, on doit continuer à apprendre et à comprendre le monde. C'est un boulot qui s'arrête pas à 16 ans ou 18 ans. Il y a ce travail-là à faire. Et ce travail-là devrait, peut être fait par les journalistes. Et il y a des journalistes formidables qui font du boulot formidable. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines en France. Maintenant, la question, c'est pour qui? Qui détient, qui est le média entre le journaliste et l'oreille et le public? Là, ça pose problème parce qu'on se rend compte que la concentration est telle aujourd'hui que on est à 6 ou 7 personnes qui détiennent tous les tuyaux, qui sont des personnes qui ont des intérêts industriels très très forts, et ça va être très compliqué. Par exemple, la semaine où nous faisons cette interview, s'est déroulée la COP21, qui est quelque chose d'important qu'il faut essayer de comprendre, qui est comment est-ce que au niveau institutionnel on peut essayer d'agir sur le climat. Si on demande à des médias qui appartiennent aux groupes industriels qui ont une grande responsabilité sur le déséquilibre actuel du climat, on risque de ne pas comprendre grand-chose. Et on va continuer à dire, c'est quoi la COP 24 là? Comment comprendre? Comment comprendre si on fait confiance à des gens qui ont de tels intérêts industriels comme les propriétaires actuels de la presse, comme des gens comme Bolloré, comme Bernard Arnault, comme Serge Dassault, comme Bouygues. Est-ce que vraiment on croit que ces gens-là ont intérêt à ce qu'on comprenne bien ce qui se passe? Je crois qu'on peut pas être complètement dupe. Le Conseil national de résistance avait essayé de faire en sorte que la presse ne soit pas dans ces mains-là. Aujourd'hui, elle l'est.
Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui pour les journalistes de faire leur boulot. Il y a d'autres modes peut-être à explorer. Alors moi, je réutilise un mode qui me semble être pertinent, qui est celui du rapport direct avec le public. Oui, je suis allé au procès Elf moi-même. Effectivement, il y avait parfois pas assez de journalisme, mais pour des raisons vraiment techniques. Comment on fait quand il faut couvrir 4 mois de procès? Et à ce moment-là, moi, je couvrais celui-là, je couvrais le procès de Juppé, d'Alain Juppé, le meilleur d'entre eux. Je couvrais les marchés publics d'Île-de-France. Enfin bon, j'essayais de comprendre quelque chose pour pouvoir le raconter après. Bon. C'est super cher si j'avais dû être payé. J'ai du bol, je suis intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, ça veut dire que pour moi, j'estime que j'ai un rôle j'ai un service public qui me permet quand je ne joue pas sur cette période-là, par exemple, je jouais de temps en temps, je faisais des apparitions dans des télévisions, des machins pour gagner ma vie, et en parallèle, j'ai assisté le maximum. Je faisais des tas de branfants le matin, voilà, des trucs qui faisaient que je m'étais débrouillé pour avoir mes après-midi le plus disponible possible. Je poursuis ce travail-là aujourd'hui, toujours en étant intermittent du spectacle. Je suis comédien. Mon travail principal rémunérateur, c'est comédien, donc je suis intermittent du spectacle. Et ça me donne une possibilité formidable d'aller à la pêche aux informations et d'essayer d'en faire quelque chose et de le traduire sur scène. Voilà, c'est comme ça que j'envisage mon rôle au service du public. J'estime que j'ai un rôle de service public puisque le système me permet de fonctionner de cette façon-là. Évidemment, ça permet une économie très, très modeste. Je ne roule pas en 4x4 et je n'ai pas de Rolex à 50 ans toujours, mais bon, cela dit, ça me permet de faire, je pense, ce travail-là en étant moi-même le média. Je peux, ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale, je le raconte. Ce que j'ai vu dans des débats publics pour le nucléaire, je le raconte. Ce que j'ai vu dans le procès, je le raconte. Ce que j'ai vu dans des salons de l'armement, etc., je le traduis par un spectacle. Voilà. Ça m'a permis de comprendre ça. Et du coup, là, vous avez un écran qui fait que ça a été filtré à plusieurs endroits, puisqu'il a fallu monter quelque chose à un moment donné. Il a fallu passer. Ensuite, il y a un fournisseur d'Internet qui amène ça chez vous. Il y a plein de filtres. Par bonheur, tout va bien. On est dans un pays où ça marche, où on peut. Non, mais c'est qui est pas évident, parce que là, il y a des tas de pays qui peuvent pas voir. Par exemple, ce que vous êtes en train de regarder, il y a des endroits où ce contenu-là n'est pas accessible pour plein de raisons. L'intérêt du théâtre, c'est que tu vas être assis devant moi pendant 2 heures, et moi j'ai le temps, j'ai un temps fou. Alors que vous n'avez pas le temps. Déjà là, on a déjà dépassé les 10 minutes, je sais pas comment ça se fait que vous êtes encore là, mais c'est vachement sympa. Merci. Beaucoup. Mais on a une grande chance au théâtre, c'est que si on a capté la confiance des spectateurs pendant les premières minutes, on va rester sur les minutes suivantes, et puis au fur et à mesure, va s'instaurer quelque chose qui fait qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et moi, je propose sur 3 spectacles, 2 heures à chaque fois, 12 000 mots, enfin c'est calibré d'une certaine façon pour avoir ce rapport-là. Voilà, c'est une proposition, il y en a d'autres. En ce moment, il y a, par exemple, la revue dessinée fait un travail remarquable. C'est une revue sans publicité, dirigée par des journalistes d'investigation qui ont proposé d'associer leurs travaux avec ceux d'auteurs de bande dessinée. Et il y a des choses remarquables qui paraissent en ce moment. Le bouquin par exemple, de Benoît Colomba et d'Étienne Davodo, qui est paru en feuilleton dans la revue dessinée, qui aboutit aujourd'hui à un livre dont j'ai oublié le titre, mais qui est en ce moment en train d'être marqué en dessous, merci, sur la Ve République, qui permet de comprendre des tas de choses il faut du temps pour se replonger aujourd'hui dans l'affaire Boulin. Qu'est-ce que c'est comment ça se fait qu'un ministre a pu se faire abattre dans la Ve République, enfin, a pu disparaître du paysage de la Ve République de façon assez étonnante, pour quels intérêts, etc. Ça, c'est la bande dessinée. Bon, peut-être qu'il faut continuer à inventer des moyens qui vont nous permettre
de contourner cette difficulté qu'on a aujourd'hui à s'informer. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on manque pas d'informations. On est submergé par des petits bouts d'informations. Mais le temps de les recoller et de leur refaire prendre sens, c'est long. Et ça nécessite un travail qui me semble être celui qu'on peut faire sur le plateau, sur un plateau de théâtre. Pour réagir à ce que vous venez de dire, on peut dire quelque part l'information, c'est pas seulement cumuler les faits, mais savoir faire des liens entre eux. Et j'ai l'impression que c'est tout le but de la pièce, enfin des pièces, puisque sur les trois trilogies, sur la trilogie, pardon, sur les trois pièces, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les recoupements dans les domaines de l'armement, du nucléaire et du pétrole. On voit que c'est un tout petit nombre d'individus finalement et un réseau très, voilà, très petit en fait, qui maîtrise tout. Qui maîtrise pas tout, mais qui maîtrise des domaines dans lesquels nous, on n'a pas encore accès, et surtout auxquels on n'a pas accès, on peut pas le comprendre, on peut pas en avoir l'intelligence, puisque ce sont des informations qui sont souvent, par exemple, classées secret défense, ou qui sont effectivement dans des domaines qui sont pas ceux à qui on serait en droit d'attendre qu'ils aient ce pouvoir-là. Je pense évidemment, le premier poste, ce serait nos élus. J'aimerais que nos élus, puisque c'est le principe, j'ai pas le temps, tu vois, moi il faut que j'aille bosser, tu vois, il y a les enfants à chercher à 4 heures, il y a machin, bon, donc toi je vais te donner le pouvoir, voilà, je vais voter pour toi, si tu veux bien essayer de piger ce qui se passe pour la politique agricole commune, pour je sais pas quoi, enfin je te fais confiance, voilà, toi je te fais confiance parce que tu as l'air d'avoir des idées à peu près que tu peux me transmettre, merci de me représenter, là faut que j'aille bosser, merci. Et toi tu vas aller bosser, tu vas faire le truc, et puis après tu vas parlementer avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec celui à qui... Mais voilà, on va essayer de parlementer ensemble dans un parlement où on va parler pour essayer de dire, non mais on pourrait essayer de faire ça, non ouais mais non mais ça arrange pas mon pote, oui, il ne s'agit pas d'arranger ton pote là, on essaye de bosser sur l'intérêt commun, ah oui bon d'accord, bon. Eh ben, le pétrole, le nucléaire, l'armement ne sont pas des sujets dont on discute dans ce parlement. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça apparaît à plein d'endroits. Puis là, on vient de voir que les médias, par exemple, ils appartenaient à un très petit groupe de personnes qui ont des intérêts qui ne sont pas très éloignés souvent de ces domaines-là, et que ces domaines-là, bah non, oui, mais on n'en parle pas parce que c'est secret défense. Ah bon, mais les parlementaires, quand même, ils pourraient, nos élus, les élus, si ils peuvent accéder à ça, bah non, c'est secret défense. Ok, mais alors, dans ce cas, il y a des zones de la démocratie qui ne sont pas démocratiques. Ah, bah non, on ne peut pas dire ça, mais en fait, ouais. Bon, alors donc voilà, c'est ces zones-là que j'appelle adémocratiques et qui sont spécifiques à la France. Voilà, il y a d'autres pays où ça ne se passe pas du tout comme ça, et ça ne se passe pas forcément mal. Voilà, il y a d'autres pays chez qui il y a des tas de problèmes, mais il y a beaucoup de pays, et même des pays frontaliers, nous, proches, où ça ne se passe pas du tout comme ça, où il y a une démocratie, où c'est le peuple qui peut avoir un intérêt, c'est-à-dire qu'on intéresse, à qui on va parler de ces sujets-là, et on va poser la question, est-ce que ou qui peuvent se saisir eux-mêmes, comme on peut voir en Suisse, où on peut se saisir soi-même une question, sur des domaines parfois très pointus. Nous, quand on nous a demandé notre avis sur le traité de constitution européenne, le traité constitutionnel européen, le TCE, en 2005, moi, je jouais à cette époque-là beaucoup, un peu partout en France, et je voyais, mais j'en ai vu des dizaines d'endroits où on s'était saisi de la question, où on faisait des lectures tous les soirs du TCE pour essayer de comprendre devant des audiences de cinquantaines, de centaines de personnes, dans des petits patelins reclus. Bon, c'est vachement bien, qui faisaient vraiment le boulot d'essayer de piger ce qui se passait. Donc la réponse a été de dire, ok, on a étudié, on trouve que c'est pas terrible, donc c'est plutôt non. Et on a répondu, ok, toi je te poserai plus la question, parce que alors ça sera oui, d'accord, ok, voilà, ça c'est fini. Il y a des pays comme la Suisse où c'est comme ça tous les mois, ce type de questions.
tous les 3 mois, Alors c'est lourd, c'est fatigant parce que putain, mais c'est moins confortable que la vie parlementaire entièrement, parce que du coup, faut se plonger dans des textes. Alors des fois, il y a des textes qui passent, tu vois, où les gens s'en occupent pas, et puis d'un seul coup, il se passe des choses très embêtantes qui favorisent vraiment une partie de l'électorat qui me satisfait pas du tout, mais bon, c'est le risque à prendre d'être aussi en démocratie. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai vu, par exemple, il y a 1 an et demi, le peuple se saisir d'une question sur un contrat de vente d'un avion de chasse. Ils ont trouvé que... Alors, est-ce que c'est une bonne idée de prendre tel contrat? Peu importe, c'était un Gripen, un machin suédois. Ah oui, il est bien, il est vraiment très bien, mais bon, et là, le contrat, il est un peu foireux, on va pas le prendre, lui. Et ben voilà, ils l'ont pas pris, parce que le peuple s'était saisi lui-même de la question, avait suffisamment eu de relais dans le peuple pour dire, bon ben on va prendre ça en considération. Ensuite, une réflexion là-dessus, et une réponse qui était négative. Non seulement en France, le peuple est pas consultable, mais le Parlement non plus. Et après, si tu remontes un petit peu, c'est un peu ce que raconte le spectacle, on se rend compte que bah, finalement, le Premier ministre, il n'a pas non plus son mot à dire. Et puis, et voilà, et ça commence à poser des problèmes. Et puis, si on se rend compte après qu'il y a des liens quand même très tendus entre le pouvoir et certains membres assez influents de ce qu'on appelle, que ce soit élégant ou pas, le complexe militaro-industriel, qui est important dans notre pays, eh bien, je pense qu'on peut se permettre de parler d'adémocratie, c'est-à-dire que c'est des endroits blancs où là, la démocratie n'a pas pied, n'a pas son mot à dire. Alors justement, en parlant démocratie et de ce qui est spécifique à la France, il me semble que vous avez commencé à jouer la pièce quelques jours après les attentats du 13 novembre, et on vous aurait conseillé de changer le titre du spectacle. Ah non? Non, non. Ah, j'avais cru lire ça. Ah, on vous a conseillé de ne pas le jouer, c'est... D'accord, c'est encore mieux. Donc, est-ce que c'est pas un symptôme du fait que la France a peut-être brutalement été propulsée entre peut-être le 7 janvier et le 13 novembre vers un nouveau seuil de manipulation de l'émotion au service de la guerre, typique de ce que vous appelez le maniement des larmes? Et est-ce qu'elle n'a pas franchi un nouveau seuil dans la démocratie? Alors, je vous pose la question alors qu'on est en plein état d'urgence. Oui, ça va être compliqué de répondre à ça parce que j'ai pas le recul et j'ai pas... on est en plein dedans là sur ces événements qui, pour ce qui est de ces événements de novembre là, sont encore très frais. Je vais pas avoir le recul pour ça. Ce dont je me rends compte, oui, par contre, c'est que il a pas fallu plus de quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, un système de communication élyséen s'est mis en route pour annoncer qu'on était en guerre. Bon, en disant qu'on était en guerre parce que vraiment il y avait des gens extrêmement, une armée qui était, enfin qui nous avait envahis en gros. Puisque normalement c'est ça la guerre. Hein. Bon. Après, on a eu beau dire que l'armée en question, il venait de Patelin à côté, que les plus lointains pour l'instant, ils venaient de Bruxelles, et que finalement ils étaient effectivement super entraînés, mais bon, il y en a quand même 3 qui se sont fait péter tout seul, un autre qui avait mal lu le machin qui s'est fait péter tout seul aussi à une autre terrasse, que les autres, ils ont fait un carnage, mais qui est assez... Le carnage qui était entre ce qui était prévu, ce qui était prévisible et ce qui était malheureusement envisageable par des gens entre le Stade de France, une salle de concert remplie de plus d'un millier de personnes, et le résultat, on se dit que militairement, c'était pas fameux. Le résultat, il est très efficace, puisque nous sommes terrorisés, on est sidérés, et il y a eu des dizaines de morts atroces. Maintenant, militairement parlant, il n'y a pas de quoi se taper sur les cuisses. C'est pas le bilan est pas terrible. Politiquement, il est formidable.
Formidable au sens premier du mot formidable, hein, de quelque chose d'épouvantable, de terrorisant, précisément, d'épouvantable. Donc, de ce point de vue-là, il est quand même efficace. Le problème, il est qu'effectivement, il y a un homme qui est le chef des armées, qui a décrété que ça, c'était, à partir de ce moment-là, la guerre. Bon. Et qui nous dit, à partir de là, c'est l'état d'urgence, il y a un certain nombre de choses qui va découler du fait que cet homme-là est le seul à avoir le droit de prononcer le mot guerre. D'accord ? Maintenant, on peut penser aussi que les très très nombreuses frappes militaires dont il avait la charge, la responsabilité et qu'il avait commandité et que son prédécesseur avait effectivement initié et que son prédécesseur, etc., et que si on regarde sur les 5, 10, 15, etc., années qui précèdent, on se rend compte que des opérations militaires à l'étranger, on en a fait plein. Bon, on n'était pas en guerre. Nous, quand il y a une action qu'on est en droit au sud d'appeler simplement terroriste, ce qui est déjà pas mal, ça suffirait pour être en guerre. Bon, alors là, déjà, il y a un problème de maniement de la langue, de manipulation du langage qui a l'air d'être étonnamment déséquilibré. Quand nous, on s'autorise à les tuer par avion, par drone, par plein de moyens formidables, on n'est pas en guerre. Et quand il y a 3 Belges qui se font péter, oh bah merde, c'est extraordinaire, bon, et qui, sur les 3 du Stade de France, ils ont tué un malheureux monsieur qui passait par là, et qui, voilà, c'est un drame épouvantable, mais militairement parlant, 3 personnes qui tuent une personne, ok, de là à appeler ça la guerre, c'est un fait divers affreux peut-être, c'est un acte de terrorisme sans aucun doute, mais les mots qui ont été employés, effectivement, nous amènent ailleurs. La situation n'a pas changé, à ma connaissance. On a toujours une présence militaire ailleurs, une présence militaire qui, alors, parlons simplement des 15 dernières années, a prouvé que, je parle juste des 15 dernières années, que on peut faire des actions militaires à tir-larigot. Effectivement, on va moins parler de tel ou tel groupe terroriste, mais ça ne résout pas le terrorisme. Donc on peut continuer à dire qu'on va éradiquer le terrorisme en allant faire des frappes ciblées. Manifestement, on a quand même 15 années de recul, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Sur 39-45, il me semble qu'il y avait moins d'années pour constater ce qui s'est passé. 14-18 aussi, me semble-t-il, en 4 ans, on avait grosso modo pigé. Bon, là, ça fait 15 ans qu'on est à l'extérieur sur des terrains, sur un théâtre, pour reprendre le terme de mon métier, d'opération, sur des théâtres de guerre où tout montre que chaque opération militaire conduit à un échec politique et à un échec vis-à-vis de cette éradication du terrorisme. Et la réponse est continuons. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est de la manipulation, mais je vois pas en quoi on peut penser qu'il y a quelque chose de pertinent. Voilà. Alors dans le maniement des larmes, vous établissez les liens qui existent entre, en tout cas vous évoquez l'affaire Karachi, aussi bien que les liens de réseau politique français avec le Qatar et d'autres liens avec Kadhafi, les ventes prévues de centrales nucléaires à Kadhafi, etc. L'intervention française en Libye n'est pas si lointaine si on se positionne à l'échelle de l'histoire. Il y a quelque chose qui est très important dans le maniement des larmes, c'est que finalement, vous évoquez que notre industrie militaire n'a aucun remords à vendre des armes aux ennemis de la France, déclaré. Est-ce qu'on n'est pas typiquement dans le cas de ce retour de bâton où voilà, on a financé certains groupes pour se débarrasser de quelqu'un qu'on appelle un dictateur et ça finit par nous retomber dessus? Je vois rien à rajouter. Oui, on a des problèmes et on répond par
quelque chose qui pose des problèmes. Bon, ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Il y a peu de raisons de sortir du coup de ça. Et on voit que chaque couche amène quelque chose de, à chaque fois, plus... Alors là, on va plus parler d'adémocratie, mais d'antidémocratique. C'est-à-dire que quand on voit la façon dont nous sommes chacun désormais fichés et qui fait passer la Stasi pour des aimables Dupont et Dupont de chez Tintin, quand on se rend compte que aujourd'hui on fait appliquer un état d'urgence qui a été taillé pour une guerre coloniale de reconquête d'un empire fou, ça n'a aucun rapport. Enfin, quel est le sens de ce qui se passe? Alors, j'ai peur qu'effectivement, j'aimerais bien ne pas dire ça, mais depuis que ça fonctionne, cette chose-là, bah oui, on vend de plus en plus et de mieux en mieux nos Rafales. Bah oui, on vend de mieux en mieux et de plus en plus nos produits militaires à l'exportation. Moi, j'ai fait le tour des salons de l'armement ces dernières années. Et effectivement, je peux vous dire que d'avoir vu, après la guerre au Mali, sur nos beaux avions, nos beaux hélicoptères et nos beaux missiles, les beaux autocollants que mettaient les représentants de l'État français, la DGA, sur ces produits marqués Combat Proved en anglais, in the text, éprouvé au combat. C'est super, les amis, c'est génial. Ouais, c'était pas vu à la télé, c'est vu, mais quand même c'est ça, c'était ce principe-là. C'est embêtant que ce soit un si bon argument de vente. Je ne suis pas sûr qu'il faille se projeter dans cette économie-là plus longtemps, voilà. Ou alors qu'elle soit surveillée, contrôlée, et qu'on sache ce dont il s'agit. Je veux savoir combien on vend ça, pour savoir quelle est la marge qui va dans la poche du vendeur, et quelle est la marge qui passe ailleurs. Et ces choses-là ne sont pas très transparentes dans le monde. C'est pas la France. Hein. Le principe des commissions et des rétrocommissions, c'est pas un produit français. Ça, c'est pas typique. C'est comme ça partout. C'est comme ça. Voilà. Bon, on peut s'en réjouir, le déplorer. Maintenant, il serait peut-être bon d'avoir comme désir de poids dans l'économie mondiale autre chose, je pense, que ces produits-là. Voilà. Alors, on peut me répondre que oui, il y a le luxe. Oui, bon, il y a sûrement encore 2-3 autres choses sur lesquelles on doit pouvoir, on pourrait se pencher, qui seraient un peu plus utiles et qui permettraient peut-être d'éviter, vous allez dire que je suis obsédé, mais on est entre les deux tours, en fait. C'est pour ça que après on se rend compte que c'est peut-être moins grave ou plus grave que ce qu'on pensait, mais là c'est assez pesant le climat politique actuel, et je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent bon, bah, je vais voter sur la famille, sur la marque Le Pen, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour exister politiquement en ce moment, puisque le reste, je peux pisser dans un violon, c'est pareil. C'est embêtant d'entendre ça. Et en même temps, c'est embêtant de ne pas avoir vraiment beaucoup plus d'arguments de dire que c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Effectivement, si tu votes pour autre chose, je comprends que tu aies l'impression de pisser dans un violon. Je sais pas tout à fait... Je dis ça parce qu'on est dans une école de musique, là. Alors j'ai entendu dire que vous envisagez peut-être un prochain spectacle autour de l'OTAN. Oh, projet. Alors justement, c'est toujours d'actualité. Et est-ce que cela n'implique pas peut-être une nouvelle trilogie qui partirait non pas de la France, mais de l'échelle finalement on pourrait dire, du nouvel ordre international qui s'est dessiné à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Allez.
Bien renseigné, quel bon, quel bon journaliste. Oui, bah oui, il y a des choses à raconter sur ces domaines-là. D'abord parce que c'est des domaines qu'évidemment je ne peux pas ne pas croiser sur les domaines sur lesquels j'ai bossé. Mais formellement, je voulais que ça se contente de parler de l'Hexagone et de ce bleu, blanc, rouge, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on a moyen. C'est là-dessus nous, on a des leviers. Voilà, on peut essayer d'agir en étant exigeant, notamment vis-à-vis de nos élus, je crois, et en leur demandant d'avoir de faire ce pourquoi on met le bulletin dans l'urne. Mais oui, après, oh là là, des projets, oui, il y en a. Je serais très content de pouvoir continuer à faire ce boulot-là. Ça devient compliqué en ce moment dans ce pays parce que les théâtres ferment à tour de bras. Moi, par exemple, là, ça fait quelques années maintenant que je travaille en complicité avec un théâtre parisien qui ferme ses portes à l'issue des représentations que nous sommes en train de faire, là, fin décembre 2015. Il y a, et ça, des théâtres comme ça, il y en a plein. Et des théâtres remarquables, enfin, le théâtre de la Cité internationale, enfin bon, peu importe, on va pas faire la liste parce que sinon, il faudra beaucoup plus que 3/4 d'heure, malheureusement. Enfin voilà quoi. Enfin, les théâtres par exemple qui s'étaient rapprochés de nous pour acheter quelques dates et aussi la production du théâtre du spectacle. Production, ça veut dire que nous on fait un spectacle, enfin on écrit un machin et puis après faut aller faut le répéter. Il y a des lieux où on est allé en disant bon c'est coucou, c'est nous, on vient répéter comme on avait prévu, hein, on avait signé des trucs. Ah, les gars, vous allez y arriver, mais on peut pas vous payer parce qu'on n'a plus de sous et nous-mêmes on se fait virer. Et puis à la fin du mois, on n'est plus là. Et là, d'ailleurs, tu veux pas de ma maison de banlieue parce que là, je cherche ailleurs, je cherche n'importe où en France pour tout. C'est épouvantable là en ce moment. Les théâtres disparaissent à tour de bras. Alors. Un exemple que je prenais l'autre jour, c'est que on est en plein COP21 et réflexion sur l'environnement. Et quand on s'intéresse un petit peu à ce qui nous environne, on est dans ce constat-là. Par exemple, sur les abeilles, on se dit, tiens, c'est marrant, en ce moment, les abeilles disparaissent. Enfin, c'est pas forcément marrant. Si, quand tu te fais piquer une fois, tu te dis, tant mieux. Si tu bouffes pas de miel, tant pis. Mais après, on se rend compte que, non, quand même, les abeilles, c'est quand même ça pollinise vaguement les machins, ça permet de faire des fruits. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis, il y a un danger quand même sur ma propre vie si les abeilles disparaissent. Enfin, en tout cas, c'est signe de quelque chose qui va pas bien. Dans le même état d'esprit, je pense que la disparition des théâtres, comme la disparition des abeilles, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais ça ne me semble pas être un signe de quelque chose qui va très bien. Alors justement, c'était l'objet de ma dernière question, puisque je savais qu'il y a un certain nombre de théâtres dans lesquels vous avez joué les 2 premiers opus, dans lesquels vous ne pourrez pas retourner parce qu'ils sont en train de fermer. Et du coup, ça vous empêche également éventuellement de pouvoir jouer les 3 spectacles d'un coup, etc. Et donc, est-ce que ce démantèlement des théâtres, donc vous dites, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça comme un démantèlement des structures historiques de la culture en France qui irait de pair avec un démantèlement peut-être des structures de l'éducation? Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa et qui parle de l'enseignement de l'ignorance, où on nous vend des réformes scolaires où on se rend compte que c'est les mêmes dans beaucoup de pays d'Europe ou même aux États-Unis. Et en fait, on se rend compte que ces réformes vident de tout contenu voilà, des milieux comme la culture ou l'éducation et d'autres domaines finalement qui sont aussi, on pourrait dire, des domaines réservés voilà, de la souveraineté, de la stabilité d'un pays, d'un peuple. Bon, alors sur l'éducation, je suis pas expert en la matière, ou alors je suis expert, comme dirait mon camarade Franck Lepage, qui fait un travail remarquable d'éducation populaire pour le coup, qui dit que bon, à partir du moment où tu es père de famille ou que tu es allé à l'école, bon, bah, tu deviens un expert. Et c'est vrai qu'on est un certain nombre d'experts de l'éducation nationale, on a tous notre mot à dire là-dessus, on a tous notre expérience à partager. Sur l'expérience que j'ai, que ce soit, il se trouve que j'ai un peu bossé dans l'éducation nationale et en tant que ancien élève et actuel père de famille,
effectivement, il y a des problèmes dans pas mal de domaines de l'éducation nationale, mais pas partout. Il y a fondamentalement un socle très costaud qui manque de plus en plus de moyens, etc. Mais il y a encore quelque chose de très fort. Et pour ce qui est, en tout cas, de tout ce qui est de tout ce qui va en gros de la crèche jusqu'avant le collège, pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne encore. Le collège est un problème depuis des décennies dans ce pays, on est bien d'accord. Et après, c'est un trop long débat. Mais par rapport la comparaison avec le théâtre, c'est pas la même histoire. Les structures mises en place depuis 2 siècles sur l'éducation nationale, elles sont vraiment solides. Je crois que qu'il y a encore on peut encore combattre pour que ça aille de mieux en mieux. Le théâtre, c'est un machin qui, enfin, en tout cas, ce qui nous intéresse là dans le machin culturel théâtreux pour cette émission, c'est quelque chose d'assez fragile qui est apparu avec un ministre de Gaulle, André Malraux, qui a lancé un système et qui effectivement marche pas bien. Et la réponse du politique à ce machin qui marche pas bien, c'est on s'en branle. Et les lignes de budget consacrées à des trucs avec voilà quoi, le maire nouveau qui arrive dans un patelin et qui voit qu'il y a une ligne de budget considérable consacrée à des gens qui vont voter contre lui en plus parce que manifestement il lit Télérama et qu'ils écoutent la radio de service public. Allez hop là, on vire et puis on va mettre à la place des caméras de vidéosurveillance parce que ça se voit, ça c'est efficace, machin. Voilà, c'est juste une ligne de budget. Effectivement, c'est des gens qu'on verra jamais dans des lieux, dans ces lieux-là, parce que ce n'est plus un lieu de pouvoir. Ça l'a été pendant peu de temps. Bon, ça ne l'est plus. Après, il y a eu aussi pendant longtemps un besoin de comprendre le monde pour pouvoir agir dessus. C'est-à-dire que c'était des gens de culture qui arrivaient au pouvoir. Maintenant, effectivement, c'est plutôt ce n'est plus le cas. Ça fait beaucoup de facteurs pour qu'effectivement on voit disparaître ça, et de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus indolore. Je pense qu'on ne pourra pas facilement abîmer les crèches, on ne pourra pas facilement abîmer l'école maternelle, on ne pourra pas facilement abîmer les écoles élémentaires, on pourra pas parce que profondément on sait ce que c'est. Le théâtre, franchement, on s'en fout. Voilà. Donc ça disparaît très facilement. Mais effectivement, après, on va se rendre compte que ça engendre d'autres problèmes. C'est très facile à faire. Ça économise de la thune. Une thune qui était peut-être très mal gérée. Ça, on peut en discuter. Mais voilà, enfin, quelqu'un qui a vraiment un gros rhume et qui va pas bien, on va pas forcément lui couper la tête tout de suite pour être débarrassé du problème d'avoir un mec qui renifle à côté de soi. Voilà. Bon, je pense qu'il y avait plus subtil à faire que ce qui est en train de nous arriver. Et j'ai bien peur que les gestionnaires que l'on met à ce poste-là depuis des décennies. Enfin, on peut regretter quelques personnes à la culture, mais je vous mets au défi de regretter l'action de Jean-Jacques Ayagon, de Renaud de Dieu de Vabre, de Fleur Pellerin, de François Léotard, de Jacques Toubon. Oui, c'était quoi leur action à la culture ? Quelqu'un a retenu quelque chose là ? Il s'est passé quelque chose pendant ces décennies qui ont vu défiler ces personnalités-là ? Il y a peut-être des gens. Je n'ai pas souvenir que ces gens-là soient intervenus pour me faire comprendre quelque chose. Je n'ai pas souvenir que
je n'ai pas souvenir d'un François Léotard qui m'accompagne à comprendre mieux ce qui se passe au Louvre, ou d'un Renaud Dieu de Vabre qui m'explique l'intérêt d'aller au théâtre, ou d'aller. Enfin, enfin, évidemment, c'est désagréable ce que je dis, mais c'est quand même une plaisanterie de penser que ces gens-là ont fait quelque chose. Bon, voilà. Voilà, je crois que on est là face à quelque chose qui a été un peu plus que maltraité par nos élus, par des gens pour qui ça n'avait aucun intérêt, je crois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je ne demande pas à ce que chacun ait l'ampleur d'un Malraux ou d'un Jack Lang, mais au moins qu'il s'intéresse vaguement au truc. Voilà. Comment s'appelait De Villiers. De Villiers a été ministre de la Culture. Voilà. Enfin, je veux bien que le Puy du Fou soit un modèle, mais je pense pas que ce soit bon. Je vais devenir désagréable. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses à toutes nos questions. Je rappelle que donc le maniement des larmes se joue jusqu'au 20 novembre au Théâtre du Grand Parquet à Paris. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, non, mais on a l'impression. Je m'en veux de m'acharner sur eux, mais il y a quand même, il y a des gens formidables, qui font des choses dans la culture. Il y a des danseurs formidables, il y a des peintres formidables. Comment ça se fait qu'à chaque fois, on va pas, on propose pas à un théâtreux, à un cinéaste, un machin, dire tiens regarde, je te donne les clés du camion de la culture, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? On n'a pas cet aspect-là, et c'est un peu dommage. Enfin, pareil pour l'éducation nationale. Je pense qu'il faut se réemparer. Il faut que chacun de nous réemparons de ces dossiers-là, et de ne pas les laisser aux mains de gens incompétents. C'est pas de leur faute s'ils sont incompétents. Il s'agit pas de se moquer d'eux, mais on a besoin, nous, d'un service public important dans des tas de domaines, dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans la défense. Dans la défense aussi, on a besoin d'un service public de la défense. C'est très important. Mais de la défense. C'est-à-dire pour se défendre, pas pour aller sauvegarder les intérêts d'acteurs économiques dans d'autres pays. On a besoin de se défendre, je n'ai aucun doute là-dessus. Si un ennemi nous agresse et nous désigne comme un ennemi, il faut qu'on soit en mesure de dire non, nous, on joue pas ce jeu-là. C'est ça la défense. Voilà, c'est pas la guerre. C'est ça qui me semble être important en ce moment, c'est de se réapproprier ces thèmes-là et d'en faire des lieux de démocratie. Bon, alors, je pensais ne plus avoir de questions à vous poser, mais vous me provoquez. Donc, ce démantèlement dont je parlais, effectivement, c'est aussi un démantèlement du domaine de la défense, de l'armée, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui souffrent le plus, notamment des petites magouilles, etc., dans les ventes d'armes, dans des guerres inutiles. On a beaucoup de grands militaires aujourd'hui qui contestent les décisions politiques. Donc voilà, premier enjeu, voilà, des questions subsidiaires, je dirais. Deuxième enjeu, allez, soyons fous, demain je vous donne les clés du ministère de la Culture. Qu'est-ce que vous faites? Je m'entoure énormément. Parce que moi, j'ai pas les compétences. J'ai quelques compétences, mais par contre, j'aimerais proposer des choses. Oui. Enfin, j'aimerais proposer des choses à des tas d'endroits, mais je pense que on a beaucoup plus besoin en ce moment. C'est très gentil de me proposer le pouvoir, mais je pense qu'on a beaucoup plus besoin aujourd'hui de laisser les contre-pouvoirs agir, proposer, et je pense que la démocratie, c'est
la culture du contre-pouvoir. Voilà. Et de ne pas laisser le pouvoir aux mains d'un... Alors là, si on parle de culture, effectivement, on avait un fou, Malraux, il était tout à fait zinzin, bon voilà, mais il a fait des trucs vachement bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien que la démocratie, ce soit vraiment la possibilité de que quelqu'un qui arrive au pouvoir dise, bon ben voilà, non, le pouvoir c'est pour eux, 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 et voilà, qu'on envisage quelque chose aux différents niveaux. Là, en ce moment, nous, on est préoccupés en France par les régionales. Il serait bon qu'il y ait la région a des moyens, la région donne des sous. Moi-même, par exemple, le Théâtre du Grand Parquet, on a eu des sous de la région pour pouvoir faire ce spectacle-là. C'est quoi la politique culturelle régionale? Il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est que la politique culturelle régionale de l'Île-de-France? Moi, j'en suis incapable. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui peut répondre à cette question. Et on peut aller ensemble avec la caméra, le micro, dans tous les sièges régionaux, et on peut poser la question, c'est peut-être pas la bonne semaine, mais bon. C'est quoi? C'est quoi? Bon, voilà. Donc c'est ces questions-là qu'il faut, alors que la région est un très bon outil démocratique, plutôt que de se contenter d'avoir un État. Il y a quelque chose qui n'est pas pensé, il y a quelque chose qui n'est pas transmis, qui n'est pas dans nos mains. C'est embêtant. C'est embêtant. Et ce qui nous, le fruit de ça, est peut-être ce qui est en train de nous arriver. En ce moment, avec la marque Le Pen, peut-être ça peut être de... Je ne sais pas, évidemment, si cette marque-là va acheter, va l'emporter sur deux de nos régions, mais c'est cette chose-là nous dit quelque chose vraiment sur ce pouvoir qu'on n'a pas. Voilà, je crois. Et bon, ça, c'est dommage d'imaginer. Puis, enfin, l'autre, bon, bref. Merci. Ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses et plus même. Voilà, alors à bientôt donc au Théâtre du Grand Parquet jusqu'au 20 novembre à Paris. Ailleurs, espérons. Merci beaucoup. Au revoir.